a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Thomas Messias. Il a 36 ans, il est père de 3 enfants. Il est prof le jour et journaliste la nuit, comme il dit. En effet, il est professeur de mathématiques dans un lycée. Il est blogueur pigiste, notamment chez Slate.fr. Il est aussi podcasteur dans le podcast Mansplaining, qui parle de masculinité à travers les films, séries et livres. Ce podcast est produit et distribué par Slate.fr, et je ne peux que vous le recommander, car c'est là que j'ai découvert Thomas Messias, et son travail a vraiment pour moi été un outil incroyable dans mon cheminement sur la masculinité et sur mes déconstructions. Dans cet épisode, nous allons parler de plein de sujets. Nous allons parler de déconstruction, bien sûr, de paternité, d'éducation, de culpabilité, de violence dite éducative ordinaire, de schémas de violence, d'émotions. Je vous invite vraiment à l'écouter avec attention. J'ai passé un excellent moment à enregistrer cet épisode. J'ai passé un excellent moment à travailler cet épisode. Nous finirons sur une recommandation de film de Thomas Messias, justement pour ouvrir un petit peu les réflexions sur tous les sujets que nous allons aborder. J'ai vu depuis le film qu'il recommande, et en effet, je ne peux que vous encourager à le voir aussi. Nous allons donc commencer cette discussion entre deux hommes blancs, hétéros cisgenres, avec une question qui m'a semblé naturelle, venant d'une personne que je considère comme très avancée sur le sujet de la déconstruction. Quelle est l'origine de cette déconstruction ? Je vous souhaite une bonne écoute. Elle est assez floue, j'ai du mal à la dater, j'ai du mal à la définir précisément, je crois que c'est un ensemble de choses. Je pense que je dois pas mal à ma femme, avec qui je suis depuis 10 ans, qui est quelqu'un qui, sur le plan féministe et sur d'autres plans, m'a toujours poussé à m'exprimer, à prendre position sur des sujets importants, à me remettre en question aussi beaucoup, à tout remettre en question, à jamais rien considérer comme acquis. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un qui se posait assez peu de questions et qui pensait que la vie était simple et que c'était pas forcément la peine de se prendre la tête avec la plupart des sujets, comme c'est un peu le cas de pas mal de nos semblables encore actuellement. Donc déjà, je lui dois beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, je pense que je dois beaucoup aussi à la lecture. En fait, quand j'ai eu mon premier enfant en 2011, s'en est suivi une période assez longue où j'ai pas ouvert un livre parce que je me sentais incapable. Je me sentais trop fatigué, je me sentais intellectuellement un peu vide. Donc je pense que j'ai passé 2 ans quasiment sans lire, alors que j'ai toujours été un gros lecteur. Mais quand je me suis remis à la lecture, autant les romans, j'avais vraiment du mal, autant le monde merveilleux des essais s'est ouvert à moi, donc vers 2013, on va dire. Et j'ai commencé à dévorer, j'ai commencé par Mona Chollet. Ce qui est magique avec les essais, c'est qu'en général, il y a des références à d'autres essais, donc on en lit un et on en a 50 dans sa liste de lecture. Et donc, j'ai jamais vraiment arrêté depuis. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a aussi des remises en question personnelles, mais que je dois quand même notamment à des discussions avec ma femme et aussi d'autres femmes. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui, malheureusement, comme plein de monde, a un passé qui est loin d'être parfait. Je veux dire, j'ai tenu des propos sexistes, j'en ai tenu également sur les réseaux sociaux. Je pense que mes comportements problématiques sont restés dans une certaine limite, mais il y en a eu parce que je n'ai pas encore rencontré d'homme qui n'en ait jamais eu, hélas. Et donc, il y a aussi un moment où on fait un pas de recul et on se dit qu'est-ce que je veux être, quelles sont les valeurs que je veux transmettre autour de moi, à mes enfants, est-ce que je veux vraiment être quelqu'un de bien, et si oui, comment faire? Voilà, c'est un ensemble un peu de choses, mais vraiment, je pense que je le dois quand même pas mal aux livres et aux femmes de mon entourage, cette envie de se remettre en question et de se demander comment je peux être un meilleur allié, en fait, dans cette société, quoi. J'aime beaucoup le fait de dire, voilà, tout remettre en question. Et c'est vrai que c'est un petit peu tout le temps. En tout cas, sur plein de sujets, parce que je suppose que ça vous le fait aussi, c'est qu'on commence à remettre en question le féminisme, le sexisme, on se penche sur d'autres mots en isme, et on commence à voir tous les systèmes d'oppression et de domination qui peuvent se matérialiser dans nos comportements, dans la société, et finalement on est toujours en train d'avoir cette espèce de pas de côté, d'observations différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive aussi sur d'autres sujets que le féminisme ? Ah mais totalement, c'est-à-dire que moi, il y a une phrase à laquelle je crois dur comme fer et qui m'aurait bien fait rire, je pense, il y a 10 ans, comme quoi on change, c'est le fait que tout est politique, absolument tout. Et effectivement, pas uniquement sur le plan des questions féministes,
même si en fait le féminisme lui aussi en fait il est partout et inversement le patriarcat est partout. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gestes anodins et beaucoup de paroles anodines en fait. Tout a une importance, tout a un sens, tout a un contexte et tout peut avoir des conséquences sur soi-même ou sur les gens. Donc oui, je sais plus qui j'ai entendu pour la première fois me dire la chose suivante, mais quelqu'un m'a dit, «Une fois qu'on a chaussé les lunettes du féminisme, on peut plus revenir en arrière» et je pense que c'est vrai avec d'autres thèmes, même si enfin, de façon plus générale, une fois qu'on a chaussé ces lunettes qui permettent d'envisager le monde de façon politique et ben, c'est pas vraiment possible de se remettre des œillères après quoi, c'est trop tard. Mais tant mieux. Oui, il y a ça ouais, non, mais tant mieux carrément, ça c'est sûr. Moi, je me demandais dans quelle mesure la paternité a joué un rôle dans cette déconstruction? Et ben, elle a joué un rôle, bah, effectivement donc j'étais quelqu'un qui se posait assez peu de questions. Quand ma première fille s'est annoncée, j'étais en couple avec ma femme depuis assez peu de temps et donc j'étais seulement en train de devenir quelqu'un qui se posait plus de questions, mais donc tout est allé assez vite et quand j'ai appris que j'allais devenir père, bah, voilà, j'étais avec quelqu'un qui a lu pas mal de bouquins, qui s'est posé beaucoup de questions, qui a fait très vite des comparatifs même, pour plus tard je sais pas, de poussettes, de lits pour bébé, et moi, je me disais, bon, OK, oui, il faut le faire, mais est-ce qu'on n'en fait pas déjà un peu trop? Et puis, en fait, j j'ai réalisé un peu tard que c'est moi qui avais tort de me dire que tout était simple et qu'il fallait pas se prendre trop la tête. Parce qu'en réalité, si moi je me prends pas trop la tête, par un effet de vase communicant, et ben, l'autre va se la prendre, 10 fois, 100 fois plus. J'ai eu donc une fille en 2011. Je pense qu'assez vite, je me suis dit: «Bon, quel est le monde que je voudrais, enfin, dans quel monde est-ce que je voudrais qu'elle vive?» Donc il y a eu des réponses, assez rapides et ensuite je me suis dit: «Mais est-ce que c'est normal que tu aies attendu d'avoir une fille pour te poser ces questions-là?» Évidemment la réponse est non, mais bon, il faut faire un entretien, mais et puis après, il y a aussi plein de choses, c'est que, je pense que, au bout de quelques années, j'ai réalisé, bien trop tard, que, j'avais sans doute, autant je m'étais toujours occupé de ma fille, autant j'ai fait les nuits, autant enfin voilà, j'ai essayé de faire plein de choses, d'être actif, mais autant j'avais pas forcément bien géré ma relation avec ma femme, par exemple, et j'avais pas détecté, pas détecté ou pas bien géré les choses qui n'allaient pas, bah, elle passait ses journées seule avec un bébé et effectivement, j'ai eu cette réaction qu'ont beaucoup d'hommes de rentrer le soir et de se dire: «Mais attends, moi je viens de bosser toute la journée, comment ça se fait que la maison est pas nickel?» Enfin, vous voyez? Il y a vraiment ces mécanismes-là. Une fois qu'on les a déconstruits, on essaie de plus les reproduire, mais au départ, on est soi-même fatigué, on a soi-même, on a toujours des bonnes raisons de mal réagir ou en tout cas, on se trouve des excuses. Mais voilà, un peu plus tard, enfin bien trop tard, je me suis rendu compte que j'avais mal géré ça. J'en ai aussi, profité pour me poser des questions sur, la façon dont il allait falloir gérer la grossesse suivante, par exemple. Il y a eu un peu tout ça, c'est-à-dire que la paternité m'a permis, à la fois parce que j'avais une fille, mais aussi parce que j'avais vécu avec une femme qui a vécu une grossesse, puis qui a vécu l'après-grossesse. Je me suis rendu compte que, il y avait plein de façons d'être une femme et plein de façons d'avoir des difficultés dans sa vie de femme. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur les grossesses suivantes? Si l'éveil de ces problématiques s'est fait avant les grossesses suivantes, qu'est-ce qui a été mis en place pour, rééquilibrer tout ça dans le foyer? Alors honnêtement, ça a été très progressif et je pense pas avoir été, particulièrement plus brillant sur la deuxième grossesse qui a eu lieu en 2013, donc 2 ans après. J'étais encore, je pense, seulement en train de prendre conscience de comment avait pu se passer la grossesse précédente et comment, avaient pu se passer les premiers mois de notre fille aînée. En tout cas, je pense que je m'étais trop focalisé sur le bébé, ce qui est évidemment important, mais effectivement, en laissant un peu de côté, ma femme qui effectivement, bah, on s'en rend compte trop tard, mais que après une grossesse, entre la réappropriation du corps, la dépression postpartum qui peut guetter, et toutes ces problématiques-là. Pas assez, clairement, j'avais pas assez prêté attention à elle et à comment elle allait, en me disant: en gros, je me disais: «C'est une grande personne, c'est une adulte et ça ira très bien et c'est pas l'essentiel, parce qu'il y a un petit être qui vient d'arriver». Donc j'ai quand même, même si ça n'a pas été parfait, parce que tout ça n'est qu'un cheminement, essayé de me montrer plus attentif. Je pense que ça a été sans doute plus le cas à la troisième grossesse, mais c'est tard, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 grossesses précédemment. J'allais dire: «Nous n'avons que 3 enfants» avec des gros guillemets, mais s'il y en avait eu d'autres,
ce qui ne sera pas le cas. Je pense je pense qu'on progresse petit à petit si on s'en donne les moyens, mais tout ça est long et souvent on s'en veut après coup de ne pas avoir réagi assez vite ou de ne pas s'être adapté assez vite. Je peux pas donner concrètement des exemples de ce qui a été mis en place, mais c'est plus essayer d'avoir plus d'écoute et plus de dialogue au quotidien, en fait. Carrément. Il y a quand même votre dernière phrase, elle m'interpelle, beaucoup. C'est ce côté, je pense qu'on s'en veut à un moment. On a cette culpabilité et la question souvent que je me pose, c'est: «OK, qu'est-ce que j'en fais?» Est-ce que vous avez ce même cheminement de vous dire: «Tiens, là, je ressens une culpabilité, je me dis: "Tiens, je m'en veux de pas avoir été assez présent, d'avoir dit ci, d'avoir dit ça"». Est-ce que vous avez aussi ce cheminement par de la culpabilité? Ah mais totalement, moi la culpabilité elle est là absolument tout le temps. Je pense que c'est ça qui c'est même le sentiment principal qui est à l'origine de mes insomnies, je pense. C'est-à-dire que c'est vraiment les choses, auxquelles je peux penser, la nuit, quand je suis tout seul, notamment. Oui, après du coup, il faut s'en servir aussi comme un moteur. C'est-à-dire qu'on peut pas revenir en arrière, il y a pas de DeLorean volante qui va permettre de pouvoir, revivre les événements et de les revivre, différemment. Mais on peut s'en servir pour, ne pas reproduire les erreurs si c'est possible. Alors dans le cas d'une gestion de grossesse, c'est pas si on n'est plus amené à vivre des grossesses, ça malheureusement on le laisse derrière soi. Mais en tout cas, ça n'empêche pas déjà d'en parler, parce que même 10 ans après une naissance ou 5 ans, enfin, il peut rester des stigmates ou des non-dits ou des choses comme ça, donc en reparler peut être une bonne chose. Mais pour ce qui est, par exemple, des propos sexistes ou racistes ou tout ce qui est dans ce package-là, on peut s'en servir, déjà en se disant: «Je vais essayer de m'engager avec moi-même à ne plus en tenir». Heu, Ce qui est simple en partie, mais parfois il y a aussi les propos qu'on tient inconsciemment parce que c'est ancré en nous, ça vient de notre éducation, de tout ce qu'on a pu entendre et parfois on est raciste ou sexiste sans même y prêter attention. Donc là, c'est plus difficile parfois de l'annuler, enfin d'annuler complètement ce genre de propos et de réflexions. Mais donc on se dit ça, et puis moi j'ai aussi beaucoup travaillé en parallèle de mon travail sur la culpabilité, j'ai travaillé sur l'empathie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai fait des blagues, j'ai fait 1 milliard de blagues sur le viol quand j'étais notamment ado, et je comprenais pas qu'on puisse me le reprocher éventuellement, parce que je ne comprenais pas que ces blagues, elles pouvaient toucher directement des gens qui étaient concernés par les sujets et qui, au lieu de trouver ça drôle, allaient au contraire, revivre intérieurement, des drames qui avaient pu leur arriver, ou ce genre de choses. En fait, faire des blagues sexistes ou faire des blagues oppressives, c'est toujours, prendre le risque de rouvrir des cicatrices et des blessures chez des gens, et ça prend du temps de s'en rendre compte. Mais une fois qu'on s'en rend compte, effectivement, on en vient, en travaillant sur ses erreurs passées, à réfléchir aussi à tout ce qu'on va dire, à réfléchir à chaque, trait d'humour qu'on va faire et à se demander si derrière on risque pas de blesser une personne, 10 personnes, 100 personnes. Mais déjà si on en blesse une, c'est que peut-être il est déjà temps de pas faire la blague en question, quoi. Exactement, je peux que vous rejoindre, je vais juste, et vous allez me dire si vous êtes OK. Je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'il n'est en aucun cas question de s'auto-flageller en permanence, d'avoir tenu des propos. Je suis totalement raccord avec vous sur le fait que ça doit être un moteur et une énergie qui fait avancer, justement pour évoluer. Mais en aucun cas, une flagellation permanente. C'est un petit peu comme ça que ça peut être dépeint sur plein de sujets, que ce soit, par les gens, ou les hommes qui pensent à l'opposé ou sur d'autres sujets par des membres du gouvernement, mais on n'est pas du tout en train de parler d'autoflagellation permanente. Moi j'avoue qu'il m'arrive d'être quand même un peu dans ce schéma-là, parce qu'il y a tellement une envie, au bout d'un moment, d'être quelqu'un d'irréprochable. Parce qu'on veut être déjà quelqu'un on veut être vraiment irréprochable, on veut être vraiment quelqu'un de bien, on veut être quelqu'un de confiance, notamment pour les personnes, pour les femmes ou les personnes issues de minorités qui sont autour de nous. On veut vraiment être un vrai allié, c'est-à-dire quelqu'un, qui soit, dépourvu de failles et qui puisse pas à un moment, trahir la cause ou décevoir les gens, et donc chaque petit revers, peut être vécu comme un échec immense. Et moi, c'est un peu mon cas parfois, et donc il m'arrive, même encore actuellement, d'être un peu ou beaucoup dans l'autoflagellation, parce que je m'en veux énormément, d'avoir commis la moindre erreur,
d'avoir tenu des propos que j'aurais pas dû tenir, même s'ils sont beaucoup moins forts, beaucoup moins violents qu'avant. Mais voilà. Donc non, effectivement, c'est pas le but. Non, effectivement, il faut pas le faire, il faut éviter. Mais parfois, on peut pas s'en empêcher et bah, il faut aussi travailler dessus parce qu'effectivement, on est des êtres faillibles. Enfin, faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste que ces erreurs soient les moins fréquentes possibles et et qu'elles aient le moins de conséquences possibles, et ce sera déjà énorme. Et disons qu'on part de tellement loin que qu'on peut quand même être un minimum indulgent aussi envers soi-même. Je m'autorise à le penser et que la bienveillance qu'on accorde aux autres, c'est intéressant de se l'accorder à soi-même. Et comme vous le dites très justement, on est tous faillibles, tous et toutes. Et puis c'est vrai que, notamment en France, on a un rapport à l'erreur qui peut être problématique des fois. Dans ce cheminement sur la paternité, sur tout ce que ça a pu, enfin dans la paternité, sur tout ce que ça a pu ouvrir, euh, qu'est-ce que ça a pu modifier dans votre vision de la paternité, pour le coup d'avoir une fille, dans votre façon de vouloir l'accompagner dans la vie, et vous m'avez parlé de votre premier enfant. Est-ce qu'il y a des garçons, enfin, est-ce que vous avez eu des garçons aussi dans vos 3 enfants? Donc j'ai une fille, un garçon et une fille. J'ai D'accord. une fille de 10 ans, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. Et beh, pour le coup, comment ça se passe pour, essayer, ou quels éléments vous mettez en place? Bien sûr, je parle pas de méthode ou de conseils particuliers, mais, comment ça se passe pour essayer de leur apporter un accompagnement, un développement qui soit, porteur de valeurs que vous défendez dans votre podcast, dans vos prises de parole, dans vos articles et dans votre quotidien? Bah, j'ai d'abord, en ayant ma première fille, j'ai commencé à me dire, enfin par anticipation, hein, parce que ça n'était donc qu'un bébé, mais j'ai commencé à me dire qu'il allait falloir la protéger beaucoup plus que si elle avait été un garçon, et puis, je pense que j'ai développé des réflexions qui étaient pas forcément judicieuses, et on était quasiment, en train de se rapprocher de la culture du viol, c'est-à-dire de se dire, qu'il allait falloir, peut-être plus tard, je pense que je me suis vraiment dit ça, qu'il allait falloir surveiller davantage ses sorties parce que, enfin, pour son bien, pour qu'il ne lui arrive pas de bricoles. Heu, le côté protecteur, voilà, on se dit qu'effectivement, bah, effectivement, si on met sa fille sous clé dans une chambre fermée à clé, il lui arrivera sans doute pas grand-chose. Mais est-ce que c'est ça la vie qu'on veut pour elle? Je crois pas. Donc il y a cette réflexion, c'est de se dire: comment je veux la protéger? Comment je veux lui apprendre à se protéger elle-même, à développer ses propres parades, à développer ses propres armes? Comment je veux lui apprendre à vivre pleinement sa vie, sans vivre dans une peur perpétuelle? Et c'est pas simple de trouver les bons curseurs pour effectivement ne pas être étouffant. Et puis en fait, je pense même avant de me positionner vraiment, de façon, enfin sur le plan féministe, j'ai toujours eu envie d'avoir des filles, et je peux pas vraiment l'expliquer. Peut-être que parce que moi-même j'ai eu qu'un frère et que j'avais envie d'évoluer dans un autre univers, je sais pas. Après coup, quand on a commencé, quand j'ai commencé à être plus activement, impliqué dans les réflexions et les combats féministes, j'ai continué à me dire: «Ah ouais, moi je veux des filles», parce qu'en gros je voulais pas de garçons à la maison, je voulais pas d'entre guillemets de futurs complices du patriarcat, quoi. Et puis après coup, en y repensant et puis en ayant l'annonce de l'arrivée d'un garçon, heu, j'ai fini par me dire que, bah non, en fait, c'était presque le contraire. C'est que c'est sur les garçons que le travail est le plus important et doit être le plus important. Apprendre à un garçon à ne pas être un oppresseur avec tout ce que ça représente, c'est bien plus difficile et c'est un travail de bien plus longue haleine que d'apprendre à une fille à être, je sais pas, débrouillarde ou féministe. Bah, finalement, je suis assez content, on choisit pas, hein, mais je suis assez content d'avoir fille et garçon parce qu'on voit c'est assez stimulant parce qu'on voit qu'à la fois, il faut leur inculquer des valeurs communes, des valeurs de respect, d'empathie, de partage, on leur apprend de la même façon, bah, on leur apprend à éviter ou à débusquer le sexisme, dans leur quotidien, et c'est assez marrant de voir qu'ils s'y mettent très tôt une fois qu'on a juste un petit peu, planté quelques graines, et puis après on est plus vigilant sur des petits détails. Moi je pense, ça m'a déjà été, signalé, je pense que je suis plus dur avec mon fils parce que j'ai tellement peur qu'il soit le garçon, que je ne veux pas qu'il soit. J'ai tellement peur aussi qu'il reproduise des erreurs que moi j'ai pu commettre, à titre personnel, qu'effectivement, quand il se met à avoir à émettre des signes de colère par exemple, je le supporte beaucoup moins que si ça vient d'une de mes filles.
parce qu'une de mes filles, je vais l'interpréter en me disant que c'est aussi une réaction peut-être, déjà que c'est une réaction normale et qu'une fille a le droit d'être en colère. Ensuite que c'est peut-être une réaction de résistance par rapport à un truc qu'elle a vécu. Alors que mon fils, dès qu'il se met en colère, j'ai l'impression que c'est, les injonctions à la virilité et à la toute-puissance et le fait que les garçons aient le droit d'être en colère qui se matérialisent, quoi. Donc, finalement, le challenge aussi, c'est de pas inverser les choses et de pas être 100% permissif et empathique avec les filles pendant qu'on brime les garçons. Il faut arriver à équilibrer. Parce que mon fils, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est un petit garçon relativement innocent. Il a rien fait de mal, ou enfin pas plus qu'un enfant ordinaire. Et donc, il s'agirait pas de le broyer et de l'empêcher de s'épanouir et d'avoir des sentiments quels qu'ils soient. Donc, en tout cas, ça rend le quotidien vachement intéressant, stimulant, et on apprend beaucoup, y compris de ses propres erreurs. Et on voit qu'effectivement, on a beau être pleinement convaincu des valeurs qu'on porte, c'est pas facile toujours de les appliquer au quotidien, quoi. Ouais, ça c'est un vrai gros sujet et d'ailleurs c'était très intéressant, de partager le livre d'Aurélia Blanc, Oui, Tu seras un homme féministe mon fils, que j'ai adoré aussi, j'ai aussi adoré l'écouter, avec Victoire Toyon et il y a toujours cette phrase moi qui me revient parce qu'on a vraiment ce gros challenge d'un côté, de réussir à transmettre, des valeurs d'empathie, à nos garçons, c'est-à-dire vraiment à leur inculquer, avec d'énormes guillemets, une éducation de fille et d'un autre côté, il y a Benoît Groult qui disait: On ose, on arrive à éduquer nos filles comme nos garçons, mais pas encore l'inverse». Est-ce qu'on a vraiment envie d'éduquer nos filles, entre guillemets, «comme nos garçons», c'est-à-dire en leur apprenant des valeurs qui sont finalement patriarcales, de compétition, d'être la plus forte, de pas spécialement montrer ses émotions, de les maîtriser au lieu de les accueillir? Est-ce que c'est aussi une réflexion qui fait son chemin chez vous, ça? moi, l'idée, c'est plutôt, en fait, moi, la compétition, c'est quelque chose que, enfin, moi, j'ai pas l'esprit de compétition, j'ai jamais eu. Ça peut arriver de temps en temps, de façon très ponctuelle, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'anime. J'ai fait du sport étant enfant parce que mes parents m'ont un peu obligé à me bouger, mais alors, les résultats, tout le monde s'en fichait éperdument, et heureusement. Et donc j'ai un peu reproduit ça avec, et ma femme aussi, avec nos enfants, c'est-à-dire que on a quand même envie principalement que ce soit des enfants, puis des adultes épanouis, qui fassent de leur vie ce qu'ils ont envie d'en faire. On n'a ni envie de les pousser sur des... Même, forcément, on parle de l'avenir, hein, ils sont pourtant encore petits, mais on n'a pas envie de les pousser sur des études, par exemple, euh, sur une voie toute tracée, sous prétexte que ce seraient des bons élèves. Donc moi, j'ai pas forcément envie d'apprendre à mes filles à être compétitives ou à masquer leurs émotions. J'ai envie d'accompagner mes enfants dans ce qu'ils sont déjà. Ils ont des personnalités propres, des caractéristiques, des centres d'intérêt tout à fait différents. Et c'est en tout cas de ne pas les empêcher d'avoir telle ou telle caractéristique sous prétexte que une telle est une fille et qu'un tel est un garçon. Moi, c'est plutôt ça. Effectivement, il faut pas céder à ce... Enfin, il faut pas. Toujours compliqué de dire il faut pas. On ne devrait pas, je pense, céder à cette envie de pratiquer une éducation désormais inversée, où effectivement, on va pousser les filles à avoir des comportements dits de garçons et vice-versa. Parce que notre but n'est pas d'arriver à une société qui soit l'inverse de ce qu'elle est actuellement. Il faudrait juste accompagner, ouais, chacun et chacune, afin que tout le monde soit aussi heureux que possible dans la vie. En fait, c'est tout simplement ça qui devrait être l'objectif. Exactement, puis c'est chouette à entendre. Après, c'est vrai qu'il y a des difficultés très concrètes aussi qu'on peut rencontrer. Moi, personnellement, par exemple, dans la littérature jeunesse, dans les livres pour enfants, c'est toujours très compliqué, si vous voulez, quand travaille les véhicules, par exemple, et qu'on va travailler les pompiers, de pas trouver de pompières. Ouais, Et ça, c'est compliqué. Quand on va travailler, les métiers du care, par exemple, voilà, il y a pas on a toujours cet archétype de l'homme est médecin et la femme est infirmière. tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des astuces là-dessus? Parce que si vous en avez, je suis preneur et je pense que je suis pas le seul. Non, mais en fait, je pense que l'important, c'est dans le dialogue. Moi, enfin, je veux dire, à la maison, que ce soit en termes de livres ou de films, on essaie de bien choisir les choses, et en même temps, notamment sur ce que les enfants regardent à la télé, on est assez permissif.
je pense que c'est important de les aider à développer simplement leur esprit critique vis-à-vis de ça. Moi, je suis assez fier et je me dis que le travail est plutôt, enfin, on a plutôt bien fait notre travail pour l'instant là-dessus. Quand mes enfants, y compris ma petite dernière qui vient d'avoir 5 ans, nous disent effectivement, oh c'est trop nul parce que bah, tous les personnages super actifs, intelligents de cette série, c'est des garçons. Ou effectivement, mais pourquoi il n'y a jamais de fille médecin dans les livres? Ah bah si, il y a le docteur Lapeluche. Alors voilà, on trouve des exemples parfois. Quand ils arrivent eux-mêmes à détecter le sexisme d'un bouquin ou l'absence de représentation dans tel ou tel domaine, on se dit qu'en fait c'est mieux parce qu'on va pas pouvoir toute notre vie les empêcher de prendre tel ou tel livre ou de regarder tel type de film. Et que par contre, si on leur apprend bah, à avoir justement du recul sur ce qui leur est proposé dans l'offre culturelle notamment, je pense que c'est bien plus important, quoi. Ah mais carrément. Et d'entendre qu'une petite fille de 5 ans détecte le sexisme, ça fait très plaisir, déjà. Bah, Euh, après, je veux pas non plus donner un tableau qui soit non, non. homogène, parce que par ailleurs, c'est une petite fille qui, entre autres choses, mais adore les princesses et adore les codes liés aux contes de fées, y compris des codes très sexistes. Et voilà, on n'en fait pas non plus des petits soldats du féminisme qui seraient absolument parfaits et irréprochables à cet âge-là. Mais en tout cas, encore une fois, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on sème des petites graines, on voit que ça prend quand même. Et après, on les empêche pas de vivre leur vie, notamment d'enfants. Elle a le droit d'aimer les princesses. Et puis, par contre, on discute effectivement de certaines valeurs qui sont, euh, défendues dans ces films ou dans ces livres ou dans ces univers de jouets. Et puis voilà, on leur fiche quand même un peu la paix, parce que le but n'est pas de les étouffer et de les dégoûter. Non, mais c'est sûr. Mais ça, c'est toujours ça, c'est des remarques qu'on peut me faire. Je sais pas si on vous a posé la même question, mais quand on sait qu'on est militant, engagé sur ces sujets-là. Non, mais attends, mais ça veut dire que ta fille, elle peut pas porter de rose? C'est ça. Bah écoutez, moi là, je viens de faire les listes de Noël et on vient d'envoyer avec ma femme les listes de Noël aux grands-parents notamment. Je connais une petite fille qui va avoir l'avion Barbie et la Barbie sirène et voilà parce que alors elle n'aura pas que ça, mais elle l'a demandé. On a vraiment fait la demande. On sent que c'est important parce en fait, il y avait quasiment pas de Barbie à la maison jusque-là. Parce que sa grande sœur, au contraire, elle n'a jamais joué avec ce genre de jouet. Et on sait qu'elle va être très heureuse et puis que c'est l'essentiel et puis que toutes les petites filles qui ont grandi avec des Barbie sont pas, enfin, parmi elles en tout cas, il y a plein maintenant de femmes qui sont éminemment féministes, qui n'ont pas cédé à tous les codes, à toutes les injonctions sexistes. Voilà, c'est pas parce qu'on joue à la Barbie quand on est petite, heureusement, qu'on va se laisser faire toute sa vie, par exemple. Donc il faut aussi leur laisser un peu d'air. Ah non, mais complètement. Ça, c'est jouer comme ils et elles en ont envie. Déjà, c'est comme ça qu'ils apprennent, qu'ils et elles apprennent. Donc, laissons-les faire. Et puis oui, c'est important. Faut pas les brider. Je vous rejoins complètement. Et une autre question. Moi, je suis rentré dans le militantisme par la porte des violences dites éducatives ordinaires. Je sais pas si c'est un sujet qui vous parle. Si. Ben justement, j'aimerais connaître votre point de vue sur le sujet des violences éducatives ordinaires et pour le coup du système de domination de l'adulte sur l'enfant. Votre point de vue d'homme qui est déconstruit. Bah moi, sur les violences éducatives ordinaires, déjà, moi, j'ai une expérience, c'est que moi, j'ai un père qui nous a donné des fessées quand on était petit. C'était pas, c'était pas extrêmement fréquent, mais en fait, enfin, pour développer un petit peu, j'ai un père qui criait pas mal, qui donnait une fessée de temps en temps. Je peux pas quantifier, mais en fait, moi, j'ai quand même vécu assez tôt dans une sorte de peur de mon propre père, puis c'est des choses qui ont des conséquences à long terme, c'est-à-dire que même adolescent, même s'il était plus question de fesser, d'ailleurs c'est intéressant de se demander à partir de quel âge certains parents estiment que ça y est, c'est plus l'époque. Mais adolescent, j'ai continué à avoir peur des réactions qu'il pourrait avoir et j'ai eu peur en gros, j'étais un adolescent qui avait toujours peur de demander s'il avait le droit de sortir le soir, s'il avait le droit de faire ci ou faire ça avec ses potes, parce que j'avais tellement peur qu'on me dise non et qu'on m'explique longuement et en me faisant la morale pourquoi c'était pas bien que je le fasse, que je finissais par m'auto-censurer et pas demander. Il y a des tas de soirées où j'ai été invité quand j'étais lycéen, où j'ai préféré dire non directement aux gens qui m'invitaient plutôt que d'aller demander ça à mes parents. Et puis il n'y a pas eu de dialogue sur plein de trucs, c'est-à-dire que ils se sont longtemps étonnés que je parle pas du tout de ma vie
amoureuse et tout ça. Et en fait, je pense que c'est parce que pour moi, ces violences éducatives ordinaires m'ont vraiment coupé en très grande partie de mes parents en termes de dialogue. Alors j'ai été un enfant extrêmement sage et docile et j'ai pas fait de crise d'adolescent et voilà. Je pense que j'ai été sage parce que j'avais peut-être un peu peur de prendre une fessée. J'ai été un adolescent sans crise parce que ça s'est pas fait, mais honnêtement, je pense que j'aurais tout à fait pu faire une crise d'ado. Là, pour le coup, c'est pas lié. Le truc, c'est que mes parents, à l'heure actuelle encore, enfin mon père notamment, mon père est persuadé que c'est parce qu'on a eu cette éducation-là avec mon frère, qui lui non plus n'a pas fait de crise d'ado, il est persuadé que c'est parce qu'on a eu cette éducation-là, à la dure un petit peu entre guillemets, que qu'on s'est plutôt bien tenu et qu'on a été des gamins plutôt sages, des bons élèves, etc., etc. Des fois, je me dis effectivement, ça aurait été pas mal que, à un moment, enfin, j'avais pas les armes pour me rebeller ni la personnalité, mais ça aurait été bien que ça se passe ou que mon frère le fasse pour leur faire comprendre peut-être que c'était pas si simple. Bon, moi, en tant que père, il a jamais été question de passer par ce genre de châtiment. C'était clair et net dans notre couple dès le départ, il y avait aucune discussion. Mais c'est quelque chose dont on parle quand même avec les enfants, c'est parce que il est arrivé qu'on tombe sur des livres, en l'occurrence, des livres jeunesse, ou des livres qui datent des années 80, ou encore la fessée est brandie comme une menace par les parents qui rigolent à moitié, mais voilà, donc on en parle. Alors c'est marrant, c'est que pour mes enfants, ça a l'air d'être un autre monde, quoi. C'est vraiment la préhistoire, cette époque très 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 lointaine où il y avait des châtiments corporels. Mais je pense que c'est bien d'en parler, c'est bien de leur dire que ça existe encore. Je sais qu'ils ont des débats, enfin, il s'est déjà arrivé qu'ils aient des débats dans la cour de récréation avec des camarades qui leur expliquaient que c'était pas pareil chez eux. Et donc c'est intéressant. En plus, ça aurait pu permettre de détecter des situations de violence, enfin de violence. Ça, c'est déjà une violence, mais il y a différents degrés. On aurait pu détecter vraiment des parents encore plus violents. Donc ça n'a pas été le cas, mais ça pouvait. Enfin, je trouve ça intéressant que les enfants en parlent entre eux, qu'ils sachent que ça existe, qu'ils sachent que même si c'est proscrit, il y a encore des parents qui se servent de ça. On est toujours extrêmement choqué quand on entend, et c'est arrivé dans la rue, des parents menacer leur enfant de leur en coller une. Ça choque absolument tout le monde dans la famille et ça permet de se rappeler que le climat de bienveillance chez nous, il n'est pas le même partout. Euh, donc voilà, mais en tout cas, oui, moi je reste persuadé qu'une partie de ma personnalité, une partie des blocages que j'ai pu avoir vient du fait que j'ai pris quelques fessées. Encore une fois, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, parce que une fois qu'il y a la peur de la fessée, finalement, moi en tout cas, j'ai décidé d'agir en fonction pour ne pas en prendre plus. Mais je pense que voilà, ça a créé pas mal de blocages chez moi, et ça m'a d'autant plus convaincu de ne pas reproduire évidemment ce genre de fonctionnement. Oui, alors là, je peux, ayant connu ça aussi, avec un petit ajout au martinet, je peux que vous comprendre. Ah, j'ai En connu le effet, martinet. souvent, Le martinet était dans le tiroir de la cuisine. Alors, il a jamais servi. Je pense qu'il a été absolument pas question qu'il serve. Mais il était là pour mon frère qui était un peu plus turbulent. Mais il était là juste comme une sorte de menace. Et j'avais une nourrice qui en avait un aussi, pareil, qui s'en est jamais servi, enfin, je pense. Mais déjà, cette menace, elle est terrible. Enfin, c'est absolument honteux, quoi. Enfin, on vous dit, regarde, il y a un instrument pour te faire extrêmement mal qui est là. Donc attention, si tu vas trop loin, ça pourrait finir par t'arriver. Ils ont beau savoir eux-mêmes qu'ils s'en serviront jamais, ça reste absolument scandaleux, quoi. exactement, et ça montre bien que on comprend le mécanisme de la peur et qu'on l'utilise. Voilà. Et quel lien vous faites entre les mécanismes des violences dites éducatives ordinaires et le système patriarcal tel qu'on le connaît? Est-ce que pour vous, ça en fait partie? Est-ce que c'en est un des fondements? Est-ce que c'est un effet? Est-ce que c'est une cause? Est-ce que... Je pense que c'est un symbole et un symptôme. Enfin, il y a vraiment, c'est déjà ce culte enfin, l'éducation par la peur. C'est ce qu'on trouve aussi finalement dans la culture du viol, notamment, de dire aux filles, attention, sors pas trop tard le soir ou t'habilles pas trop court, parce que tu vas voir ce qui risque de t'arriver. Tout ça fait un peu partie du même spectre. Euh, Sans compter que, alors ça dépend des familles, mais je pense que la fessée et les violences faites aux enfants sont quand même plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais statistiquement, sont quand même plus l'œuvre des hommes. C'est quand même souvent, pas toujours, mais c'est souvent le père qui s'y colle. Euh, et puis, moi, j'ai tout ressenti. Enfin, on le voit je l'ai vu dans certaines lectures où on sent presque une sorte de jubilation chez certains parents et chez certains pères à administrer ces corrections-là.
C'est vraiment, je vais te montrer qui est le chef, je vais te montrer qui est le patron, et tu vas regretter tes comportements passés. Et je pense que tout ça, c'est un peu aussi ce qui se passe dans d'autres situations, y compris entre adultes, dans ce monde patriarcal. C'est qu'il y a des études qui montrent que le viol est pas, par exemple, est pas motivé forcément par une recherche de plaisir, et que c'est même dans une minorité de cas, c'est vraiment une minorité de cas, mais que c'est vraiment l'expression d'une domination. Valérie Robert, elle en parle très bien, et elle montre que en fait, le but d'une grande majorité de violeurs, c'est juste de montrer qui sont la personne dominante. Et c'est pour ça que pour moi, effectivement, c'est assez similaire en fait en termes de schéma. Oui, de toute façon, on reste dans un schéma de domination et d'oppression, quoi. Voilà. Un des grands problèmes qu'on rencontre, enfin que je rencontre en tout cas dans mes échanges avec d'autres hommes, avec des parents, avec des pères, on parlait beaucoup des émotions tout à l'heure, c'est ben ouais, mais en fait, moi je suis un homme et tout se mélange. En gros, tout n'est que colère, pratiquement. C'est soit je suis hyper joyeux, soit je suis en colère dans ma vie. Et il y a cette reconnexion un petit peu aux émotions qui doit se faire. Est-ce que c'est un chemin que vous avez connu et comment ça s'est passé? Ah, mais moi, je peux le dire, je préfère être clair. Moi, j'ai encore enfin, ma colère, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler. Je vais pas dire au quotidien, mais alors par exemple dans l'éducation des enfants, bah oui, moi j'ai eu un père qui criait beaucoup et rien que le son de sa voix me faisait peur et suffisait à faire que je m'arrête. Il avait même tendance à crier avant qu'on commence à avoir l'idée de faire une bêtise. C'était tellement préventif que du coup, bah on bougeait pas. Donc moi j'ai tendance, c'est un peu le cas pour tout le monde, on reproduit parfois. Parfois on se construit en opposition, mais il y a aussi des choses qu'on reproduit parce qu'on les a vécues comme ça. Et donc moi, je suis clairement comme ça avec mes enfants, en tout cas quand j'y fais pas attention. C'est que il y a eu des périodes, puis avec la fatigue qui accroît ça et tout, où j'ai beaucoup crié effectivement par prévention, je mets des guillemets, euh, parce que je voulais que ça file droit et je voulais pas que ça bouge et je voulais pas qu'il y ait trop de bruit parce que c'était fatigant pour moi et pour tout le monde. J'ai fini par, enfin, alors que je le savais, j'ai fini par découvrir dans les yeux de mes enfants. J'ai fini par me rendre compte que parfois le fait que je hausse la voix faisait peur, alors que c'est pas quelque chose que je voulais leur transmettre. J'ai fini par me rendre compte que ça pouvait rendre triste. Enfin, moi, je suis triste quand mes enfants font une colère, et du coup, inversement, ils sont tristes quand je me défoule sur eux. Euh, Ça arrive aussi quand il y a une dispute conjugale, et ça arrive. Alors, en général, on essaye que ça se passe pas devant les enfants, mais il peut arriver que la voix monte, ma voix monte en l'occurrence. Soyons clairs et transparents. Et on se rend compte que non seulement ça rend triste la conjointe, mais ça peut rendre triste les enfants s'ils l'entendent. Donc moi, mon travail sur la colère, il est encore actuel. Je pense que je crie beaucoup moins sur mes enfants qu'avant, vraiment. Ça n'arrive que vraiment. Ça n'est pas. J'aimerais bien que ce soit jamais, mais en tout cas, ça n'arrive vraiment que de façon maintenant exceptionnelle. Mais oui, c'est pas facile. Enfin, ça reste pas facile. On n'est pas les hommes, on n'est pas les victimes encore une fois, on n'est pas du tout les plus à plaindre. On n'est pas des victimes de système, mais bah oui, on a tendance à reproduire ce qu'on a connu de la part d'autres hommes, par exemple de nos pères. Et puis le fait d'un coup d'exprimer ses sentiments et de les exprimer de façon posée et d'être dans le dialogue et d'être dans l'empathie, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est aussi un cheminement, et on peut pas devenir empathique et hyper calme et hyper zen du jour au lendemain. Et donc là aussi, c'est pas facile parce que pour moi, le moindre éclat de voix est un échec et je m'en veux beaucoup. Alors ça me pousse à me remettre en question encore, mais je le vis assez mal. Pendant un temps, j'avais une sorte de compteur où vraiment en plus, où je comptais le nombre de jours sans m'être fâché, sans avoir crié sur les enfants. Et quand il se remet à zéro, le jour où il se remet à zéro, c'est vraiment un échec personnel et on le vit mal. Après, ça donne envie de relancer ce compteur pour une durée plus importante. Mais oui, non, tout ça est pas simple. Et puis en plus, le problème aussi, c'est que une fois que les hommes commencent à exprimer leurs sentiments, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce problème, c'est qu'on a envie qu'on nous écoute, et à nouveau, on a envie de prendre toute la place. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec pas mal de femmes moi j'en ai plein autour de moi qui disent, j'en ai marre d'être un peu la psy de mon mec, parce que ça y est, maintenant qu'il a ouvert les vannes, il ne parle que de lui, il ne parle que de ce qu'il ressent, et je suis pas là pour ça, ou en tout cas je suis pas là que pour ça. Donc là aussi, il faut arriver
à trouver le bon curseur. Si on a besoin de parler beaucoup de soi, effectivement, il faut pas hésiter à commencer une thérapie. Encore une fois, je dis ça, mais moi, ça fait des plombes que je dois le faire et que je le fais pas. Donc, encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons. Tout ça est compliqué, c'est des processus difficiles, et puis trouver la bonne personne est encore une autre paire de manches. Mais voilà, en tout cas, c'est un flot de choses assez complexes, et c'est pour ça qu'il est toujours important de rappeler que même si sur certains plans on essaie de montrer l'exemple, d'ouvrir la voie ou de donner des pistes, on n'est pas là pour s'imposer en sorte de père la morale qui aurait tout compris et qui ferait tout parfaitement, parce que alors là, c'est très loin d'être le cas pour moi, et c'est très loin d'être le cas pour plein d'autres, quoi. C'est toute la difficulté, c'est que d'un côté, il faut pas non plus qu'on devienne une charge supplémentaire pour nos compagnes ou nos amies Ouais, femmes qui ont clairement déjà d'autres choses à faire, hein. c'est ça. Et puis elles le font déjà. Enfin, elles arrivent bien à s'occuper d'elles-mêmes avec ça. Donc, les clés se trouvent en effet en thérapie. Moi, je peux que encourager vous et les hommes qui pourraient nous écouter à le faire. Moi, je l'ai fait. Et c'est un travail qui m'a apporté énormément de bien. Ça m'étonne pas. Et encore une fois, pour pas vendre du rêve, en aucun cas, ça veut dire que tout à coup, on ne ressent pas les choses. C'est pas ce qui est recherché, c'est juste qu'on a des outils pour mieux appréhender les situations et tout en acceptant que des fois, comme vous le dites très bien, la fatigue, du stress, une émotion qui est particulièrement difficile à accueillir, ça peut déborder. Une question, pour vous qui me vient en vous écoutant, c'est comment ça se passe, pour le coup, avec vos enfants, une fois que le cri est arrivé? Comment ça se passe juste après? Alors déjà, une fois que le cri est arrivé, enfin, genre, je pense il a pas encore fini de sortir que je le regrette déjà. On se rend compte immédiatement que ça y est, la colère en nous, l'espèce de monstre intérieur est en train de sortir, et que on a échoué à le laisser à l'intérieur, et qu'évidemment on aurait dû plus dialoguer, on aurait dû plus prendre le temps, on aurait dû aller respirer 5 minutes. Donc à peine c'est sorti, on le regrette. Alors pourquoi on le regrette aussi, c'est parce qu'on voit très bien la réaction en face, et on voit que qu'effectivement ça crée quoi chez les enfants? Ça crée de la peur ou de la tristesse, ou voilà, mais à aucun moment le fait de crier va les convaincre que ce qu'ils viennent de faire n'est pas bien, voilà. Donc on le regrette. Donc le but c'est de faire c'est de s'excuser tout simplement. Et c'est au départ c'est pas, enfin, je veux dire, au départ c'est pas simple. Moi je le fais sans trop de difficultés, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile, parce que s'excuser auprès d'un enfant, on a l'impression qu'on se rabaisse, hein. En fait, pas du tout. Au contraire, à partir du moment où on a crié et on peut pas revenir en arrière, je pense que la meilleure solution, la moins pire, c'est vraiment de faire amende honorable, de s'excuser, d'expliquer éventuellement pourquoi on a crié, pas pour se trouver des excuses, mais pour quand même mettre un peu de contexte et dire donc je m'excuse, enfin voilà, je te présente mes excuses. Je suis fatigué, du coup, j'ai pas pris le temps de dialoguer avec toi, ou ci, ou ça, ou voilà, en tout cas, j'aurais pas dû, je suis vraiment désolé, est-ce que tu veux qu'on en discute? Est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que machin? En tout cas, ouvrir le dialogue. Et c'est pas toujours simple, et parfois, on n'a pas envie de le faire dans la seconde, et même si on le fait pas tout de suite, il faut le faire un peu après, enfin. Mais en tout cas, clairement, à chaque fois que ça arrive, on se rend compte que ça n'a tellement rien apporté de positif, le fait de s'être mis en colère. On se jure intérieurement que ça n'arrivera plus. Et bon, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Mais moi, j'ai toujours peur que on voit très bien, chacun et chacune d'entre nous, ce que les comportements de nos parents nous ont apporté, les comportements positifs et les autres, et que parfois certaines choses qui semblaient être des détails pour nos parents ont encore des conséquences pour nous à l'âge adulte sur la façon dont on évolue. Et donc évidemment, à chaque fois que je hausse la voix, à chaque fois que je me mets en colère, ou à chaque fois que je fais une erreur d'un autre type, j'ai toujours extrêmement peur que ça ait des conséquences durables sur la façon dont ils vont se développer. Donc bon, on n'a pas encore une fois que les erreurs sont faites, faut essayer de gérer le service après-vente, mais on n'a plus totalement prise là-dessus, et c'est pas toujours facile à vivre, ça. Ouais, c'est clair que c'est pas évident. En tout cas, vous donnez quand même, mine de rien, une clé super intéressante qui est bien de parler de ce qu'on a ressenti nous Ouais. et pas de tomber dans le «tu as fait ça, donc je me suis Oui, mis c'est en ça. colère». Non, c'est d'essayer de pas reporter la faute sur l'autre, et d'expliquer que je suis responsable de ma colère, je n'aurais pas dû de toute façon, quelle qu'ait été ta bêtise, ou quelle qu'ait été la raison qui est censée l'avoir déclenché, c'est moi qui me suis mis en colère, et c'est moi qui n'aurais pas dû.
parce que effectivement, si c'est pour en plus que les enfants se sentent derrière coupables de nous avoir mis en colère, c'est encore plus compliqué. Et là, pour le coup, ça risque de se transformer en, je sais pas, les enfants vont vont effectivement s'auto-censurer, devenir mutiques ou au contraire devenir extrêmement colériques eux-mêmes, ne plus dialoguer avec nous et donc on va passer à côté d'informations très importantes. Il peut y avoir plein de conséquences à ça. Donc en tout cas, leur faire comprendre qu'on est les responsables si on se met en colère. Exactement, on est responsable de ce qu'on ressent. Et c'est un point super important. Et en effet, il faut aussi rester, encore une fois, je pense, bienveillant avec soi-même. J'ai souvent coutume de dire que, alors, et ça marche pour le coup avec les enfants comme avec le reste, c'est que peu importe la distance parcourue, ce qui compte, c'est le sens du chemin. À un moment, on fait, déjà, on a pris conscience, donc ce qui est déjà Oui, c'est ça. une belle étape. Et c'est important. Et pour dernière question, parce que je voulais quand même faire honneur avec une dernière question à vos passions, c'est quel film pourriez-vous recommander pour essayer de se questionner sur les sujets que nous avons abordés? C'est une vaste question. Moi, le film que je recommande toujours, parce que c'est un film qui parle à la fois de parentalité, de charge mentale, de charge domestique, de conditions des femmes, etc., etc. Et moi, pour le coup, j'en ai pas parlé au début de l'émission, mais c'est quand même un film qui m'a donné un vrai déclic, qui doit dater de 2012-2013, et comme quoi tout ce que je date à peu près date de là. C'est le film La vie domestique d'Isabelle Sachka, avec Emmanuel DeVos notamment, avec aussi Elena Noguera ou Julie Ferrier. Et donc c'est 24 heures de la vie d'une femme qui, à la fois, qui est femme d'un proviseur de lycée, donc quelqu'un de entre guillemets important. Et donc elle doit à la fois organiser le dîner du soir, s'occuper des enfants et des courses et de la fête costumée qui est prévue. Elle doit également, elle est en train de postuler pour un poste dans une maison d'édition et elle est dans les finalistes. Et elle doit rencontrer en urgence l'un des décideurs. Son principal concurrent est un homme en l'occurrence. Et elle a également elle s'occupe de jeunes filles en difficulté à qui elle donne des cours de façon bénévole. Elle doit donc tout concilier dans une journée de 24 heures avec en plus le manque total de considération des gens qui l'entourent, qui pensent qu'effectivement elle donne un cours pour se divertir, que les courses c'est pas compliqué, etc., etc. Et on voit également quelques femmes de son lotissement qui vivent des choses, si ce n'est les mêmes choses, en tout cas des choses similaires, et qui en fait sont toutes enfermées dans une sorte de bulle de solitude, de bulle de détresse, mais c'est une bulle dorée parce qu'on est quand même dans une certaine bourgeoisie. Et l'idée, c'est de montrer que il y a aussi ce truc de un peu l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire qu'elles ont entre guillemets tout pour être heureuses, et en fait, on en est loin. C'est vraiment un film qui m'a marqué, c'est-à-dire que en sortant, je me suis dit que je voulais absolument pas être aucun des hommes de ce film, parce que tous les hommes de ce film sont, alors certains sont très sympas, c'est-à-dire que dans les dîners, ils font des blagues et ils sont guillerets, voilà, ils sont joyeux mais en même temps, c'est des hommes tellement pas conscients de ce qui se passe dans leur propre maison, dans la tête de leurs épouses, ou chez leurs collègues, ou chez leurs subordonnés, que je me suis dit, mais je veux pas être ça, quoi. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux pas être une sorte de complice passif de la détresse dans laquelle est ma femme, dans laquelle sont mes amies femmes, etc., etc. Et je pense vraiment que ce film que j'ai revu beaucoup depuis et qui est vraiment extrêmement réussi, je pense vraiment que ce film il a participé à toutes mes réflexions sur ce que c'était que d'être un mari, un père et juste un homme dans la société. Eh bien super, on arrive à voir tout ça sur un seul film, Exactement. c'est parfait. Donc merci beaucoup toi Messias, Merci merci à vous. beaucoup d'avoir apporté votre témoignage, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.